Depuis un quart de siècle, Brian Johnson guide les Canadiens dans leur choix de sortie au cinéma. Comme critique du magazine Maclean's, il décortique les films, il rencontre les acteurs et il analyse l'industrie. Brian Johnson a commencé sa carrière en 1971 comme journaliste à Toronto. Peu de temps après, il quitte pour Montréal, où il travaille pour la Gazette. Mais sa passion pour la musique s'impose et pendant plusieurs années, il parcourt le Canada et les États-Unis comme percussionniste. Brian fait un retour au journalisme en 1982. Il travaille pour des grands magazines canadiens. En 1986, il commence à signer des critiques de cinéma pour Maclean's. En 2006, après 25 ans d'écriture sur le cinéma, Brian Johnson a décidé de se lancer dans la réalisation de films. Il compte 2 courts-métrages à son actif. Brian vit à Toronto avec son épouse, l'auteur et journaliste Marnie Jackson. Brian Johnson, bonjour. Bonjour. Je me souviens quand j'étais à l'école de journalisme, les étudiants voulaient soit devenir journaliste sportif ou critique de cinéma. Très peu d'entre eux, il faut dire, ont réalisé leur rêve. Est-ce que pour vous, devenir critique de cinéma, c'était un rêve? Non, c'est ça le secret. C'était pas mon rêve du tout. Comme toute ma vie, c'était un accident. Je voulais écrire d'un âge assez jeune. C'était toujours quelque chose que je voulais faire. Et je voulais être publié très vite. Comme ça, on commence à travailler pour des journaux. Mais non, je ne savais pas quelle sorte de journalisme je voulais faire. Je voulais tout simplement entrer dans le journalisme parce que comme ça, on peut écrire et on peut se faire publier. Et j'ai fait la politique, j'ai fait le journalisme politique pendant quelques années à Montréal. C'est un peu comme le cinéma, d'ailleurs. Il y a une connexion quand même, parce que si on regarde l'histoire de la critique du cinéma, il y a des racines très politiques là-dedans, avec Godard, Truffaut et tout ça. La nouvelle vague, c'est un courant intellectuel avec un côté gauchiste, disons. Comment est-ce que vous êtes donc devenu critique de cinéma? Où est-ce que vous voulez commencer? Bon, j'ai travaillé à quelques journaux comme Telegram, un journal à Toronto. Ça s'est allé en faillite. Et après ça, à la Gazette à Montréal pendant 4 ans. Et après ça, à la Pige pour tout le monde pendant 5-6 ans, je ne sais pas quoi. Ah, j'ai oublié. J'étais musicien pendant 5 ans. Je faisais pas de journalisme à ce temps-là. Il faut avoir cette étape dans sa vie pour une certaine maturation, disons. Mais après ça, on m'a offert un emploi à Maclean's, au côté artistique, pas au cinéma. Et à un moment donné, le chroniqueur, le critique du cinéma, il est parti, il habitait à New York. Et on m'a demandé si je voulais faire ça. Je dis oui. Pourquoi pas? Et s'il faut spécialiser à quelque chose, franchement, comme un journaliste qui a fait tout, cinéma, c'est pas mal, parce que ça couvre tous les sujets qu'on peut imaginer. L'environnement, l'amour, la politique, n'importe quoi est encadré par le cinéma. Et c'est pour ça que je ne suis pas ennuyé après plus qu'une vingtaine d'années de couvrir le cinéma. Il faut dire que vous en avez vu des films dans votre carrière. Qu'est-ce qui est pour vous, ou quelle est la recette, s'il y a une recette pour un bon film? Il n'y a pas de recette, c'est exactement pour ça que Hollywood fait des mauvais films d'une façon régulière, de plus en plus, et que quand on fait ce que nous faisons tous les jours, toutes les semaines, on voit 5-6 films des fois par semaine, et pendant un festival, 3 films par jour, on devient conscient de ce qu'il faut avoir pour un bon film. Et l'élément de surprise, c'est essentiel. Quand on va à Cannes, par exemple, il y a une vingtaine de films en compétition, ce qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui est inattendu. C'est-à-dire, ça doit être un film qui prend des risques, qui va où la caméra n'est jamais allée avant, qui réussit malgré tout ça. Et nous sommes un peu cyniques comme après un bout de temps. Et quelque chose qui rend le cynisme et qui nous fait croire encore dans l'espoir, la passion du cinéma, ça c'est un bon film.
Est-ce que vous avez un film préféré ou des films préférés? J'en ai, comme tout le monde, Godfather, Citizen Kane. Mais généralement, quand on me demande c'est quoi ton film préféré, je dis toujours This is Spinal Tap. Parce que je l'ai vu peut-être plus souvent que n'importe quel film. Ça me fait rire de plus en plus chaque fois que je le vois. Et aussi, ça reflète le monde à moi. Un autre, c'est Blow Up par Antonioni. Et ce qui compte, c'est quand on voit un film. Parce que ça fait une empreinte dans votre vie, de votre conscience qui est permanent. Et peut-être si j'ai vu Blow Up 10 ans plus tard, ça n'aurait pas d'effet. Mais un film, c'est... on ne peut pas voir le même film deux fois. C'est comme une rivière. On ne peut pas mettre le pied dans la même rivière deux fois. C'est la même chose avec un film. Si tu le vois une fois, bon, même 6 mois plus tard, tu vois le même film encore une fois, c'est un film un peu différent. C'est pire ou c'est mieux? Vous parliez que vous étiez parfois cynique par rapport à des films, en particulier les films hollywoodiens. C'est sûr que c'est un monde imaginaire, inaccessible. Comment est-ce que vous trouvez un peu d'authenticité dans ce monde-là, quand vous interviewez les célébrités, par exemple? Alors, les entrevues, c'est d'autres choses. Voir l'authenticité dans un film, c'est plutôt d'oublier qu'on est critique. Si un film me prend comme ça, que je peux complètement oublier ce que je fais, là, ça c'est un bon film. Mais pour faire des entrevues sans être cynique, c'est un jeu entre deux personnes. Eux autres, ils sont attrapés dans ce jeu comme nous. Même s'ils sont riches, ils sont célèbres et nous autres, nous sommes des journalistes, quand même, c'est un peu pareil parce qu'on fait le même jeu. J'ai demandé à Errol Morris, le cinéaste documentaire, j'ai dit, c'est quoi le secret d'une bonne entrevue? Il a dit, le silence. Voilà. Le silence. D'être écouté. Et comme ça, après ça, j'ai rien dit. De plus en plus de gens ont des opinions sur le cinéma et véhiculent ces opinions-là par Twitter, par Facebook, par des blogs, par exemple. Tout le monde est devenu critique de cinéma, tout le monde a son opinion et tout le monde partage maintenant. Est-ce qu'il y a encore un rôle pour vous, pour le genre de travail que vous faites en ce moment? Tout le monde peut écrire, tout le monde peut prendre des photos, tout le monde peut parler. Mais quand même, il y a des spécialistes avec un peu de connaissances. Le fait que je fais ça comme travail. Et aussi, je ne me sens pas comme un expert. Je n'ai jamais étudié le film avant que j'ai commencé à être critique de film. Pour moi, c'est un défi d'écriture. C'est-à-dire, c'est comme écrire n'importe quoi. Tu vois quelque chose, il faut savoir comment observer, comment choisir, comment trouver quelque chose qui est important, essentiel, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans ce film, quelque chose qui va intéresser le monde qui n'est même pas intéressé au cinéma. C'est ça pour moi, peut-être parce que je travaille pour un magazine qui n'est pas un magazine de cinéma, mais plus général. Et je trouve que ça doit toujours être un article que n'importe qui peut lire et en profiter. C'est comme Al Purdy a dit, le poète, le grand poète canadien. Il a dit, « How do I write a poem? Comment est-ce que j'écris un poème? Je ne sais pas. On ne peut pas dire comment écrire un poème. C'est impossible. » Et je pense qu'il faut toujours, dans l'art, dans le journalisme, dans tout ça, il faut respecter l'accident. Vous avez appris votre français au Québec? Parce que, bon, vous mentionniez que vous êtes né en Angleterre et que vous avez grandi à Toronto. Oui, j'ai étudié à l'université un petit peu et à l'école avant ça, mais c'était plutôt d'aller au Québec, travailler en français, particulièrement parce que je faisais la chronique syndicale à un moment donné et c'était tout en français, c'est-à-dire j'ai passé mes journées en français et j'écrivais en anglais. C'était une double vie. On dirait que je suis marié à la langue anglaise, mais le français, c'est comme une maîtresse que je ne vois pas tellement souvent. Ah, pas assez souvent. Parlons de cinéma canadien maintenant. Vous suivez le cinéma canadien depuis un bon bout de temps. Est-ce qu'on peut dire que ce cinéma est un cinéma qui a évolué au fil des décennies? Définitivement.
au début, quand j'ai commencé à couvrir le cinéma canadien, c'était facile de voir tous les films canadiens parce qu'il n'y avait pas autant de longs métrages que ça. Maintenant, il y a beaucoup plus de films, peut-être trop de films, si je peux oser à dire ça. Et aussi, le niveau technique et artistique est vraiment développé. On a eu certains grands réalisateurs qui ont fait des bons films, mais aussi qui ont influencé d'autres réalisateurs. Évidemment, David Cronenberg, Atom McGowan, Bruce McDonald. David Cronenberg, je pense, ce qu'il a fait, c'est incroyable parce qu'il a fait des films sur une certaine échelle avec une réputation internationale, des films difficiles, mais quand même des fois commerciaux, mais il n'a jamais fait des compromis quelconques. Donc, il y a des bons films et pourtant, au Canada anglais, en tout cas, on ne va pas voir nos films. Et souvent, on blâme ça sur le marketing, sur la distribution. Est-ce que c'est les réels problèmes du cinéma du Canada anglais en ce moment? Je pense qu'il y a plusieurs problèmes ici. D'abord, il y a le problème culturel, le fait que nous sommes vraiment dans l'ombre de la culture américaine, à la télévision, au cinéma, plus que les autres pays, plus que Québec, à cause de la langue. Et à la fois, notre distribution vraiment n'appuie pas le cinéma canadien. Et le problème que traditionnellement, on pourrait au moins mettre nos films sur la télévision, au Radio-Canada, CBC, au Canada anglais. Ça n'existe pas. La production pour la télévision, vraiment, c'est fini. C'est-à-dire, notre cinéma est un peu... ça cherche... it's homeless. Est-ce que vous y voyez un avenir? Il y a toujours... Parce que je vous entends, puis ça fait un peu pessimiste. Est-ce qu'il y a de l'avenir? Il y a toujours un avenir, mais je pense que peut-être le cinéma national est mort, d'une certaine façon. Au Québec, pas autant, parce qu'il y a toujours un public domestique pour les films québécois. Il y a un système de vedettes québécois. Mais pour le Canada anglais, et c'est pas tout simplement nous autres, je pense que c'est la même chose avec d'autres pays, il faut se rendre conscience que le cinéma est un médium international, c'est un genre international. Même Hollywood, ces jours-ci, fait des films pour des Chinois et des Russes. C'est-à-dire même la culture du cinéma américain est en danger. Des gens comme Alexander Payne ou les frères Coen, il va en Europe ou à la télévision. Le nouveau film des frères Coen, c'est tout à fait financé par la France, par la télévision en France. C'est ça le cinéma américain maintenant. C'est-à-dire, le problème canadien n'est plus uniquement un problème canadien. Je pense que nous avons agrandi jusqu'à un point que nos problèmes sont un peu comme les problèmes du reste du monde. Mais quand même, il y a un autre problème. Et ça, c'est que l'histoire canadienne, le sens de drame canadien, c'est très intérieur. Si on regarde notre littérature, c'est une voix qui n'est pas vraiment comme les Australiens ou les Québécois ou les Américains. C'est pas extroverti, c'est vraiment intérieur. Ça, c'est comme ça qu'on a des égoïnes, des films psychologiques. On ne fait pas très bien les films des spectacles. Là où on se distingue et on fait des spectacles, par exemple, c'est avec notre festival du film, le Toronto International Film Festival, qui existe depuis un quart de siècle maintenant. Vous couvrez ce festival depuis un quart de siècle. Parlez-moi des tout débuts de ce festival-là. Qu'est-ce que vous avez vu il y a 25 ans? Alors, c'était un party d'abord. Il y a 25-30 ans, c'était un party. Il n'y avait pas tout ce niveau de publiciste et tout ça. C'était vraiment improvisé et c'était la drogue. C'était à ce temps-là, les bars à Toronto se fermaient à 1h. Bon, pour avoir des parties après des films, il faut avoir des bars illégaux et tout ça. Il y a toutes sortes d'histoires. J'ai écrit un livre un peu sur l'histoire du festival Brave Films, Wild Nights. Et c'est une histoire sociale, culturelle, pas tout simplement artistique. Mais c'est intéressant parce que Toronto est devenu un carrefour pour le cinéma. Maintenant, le carrefour le plus important, à part de Cannes, et le plus important en Amérique du Nord. Et même si notre cinéma a des faiblesses, c'est comme si notre ville est une critique de cinéma
une grande critique de cinéma. C'est-à-dire, TIFF fait ce que je fais à toutes sortes de niveaux. C'est incroyable ce que TIFF fait. C'est un peu comme... Bon, on est la ville qui a produit Marshall McLuhan. L'observation et médiation. Les médias, c'est vraiment ça que Toronto fait très, très bien. Et est-ce que le TIFF aide le cinéma canadien? Définitivement, oui, mais pas comme dans le bon vieux temps. C'est-à-dire, c'était une règle pas écrite qu'on ouvre toujours avec un film canadien. Ben, ça devient de plus en plus difficile de trouver un film qui est canadien et qui est correct pour le sort de monde qui vient au gala d'ouverture et qui va payer pour le party et tout ça. On a abandonné cette politique-là. Et aussi, les films canadiens maintenant sont dissous dans le corps le programme général. On peut dire, bon, on ne veut pas que les films canadiens soient dans un ghetto, mais quand même, ils deviennent de plus en plus perdus, je pense. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de vedettes maintenant à Toronto, et un certain montant d'espace dans les médias, les vedettes vont prendre toujours l'espace. Et aussi, pour faire les films canadiens, il faut avoir les vedettes internationales. Mais ça, c'est le cas avec les films indépendants un peu partout. Comme ça, les coproductions, maintenant, la plupart des films majeurs canadiens, anglais au moins, sont les coproductions avec d'autres pays. Ça, c'est un djembe. C'est le premier tam-tam que j'ai acheté. Ça a été fabriqué pour moi par Michel Séguin, qui faisait partie d'un groupe Toubabou. C'était un groupe dominé par les tambours africains. Lui et aussi Georges Rodriguez, qui venait d'Haïti, et c'est un maître batteur d'Haïti. Je voyais ces tambours, et même avant que je les ai entendus, juste les regarder, ils avaient une magie qui m'a attiré. Et à un moment donné, j'ai demandé à Michel de me fabriquer un tambour. Et ça qu'il a fabriqué, c'est fait d'un arbre de pin qui a été sculpté à l'intérieur. C'est la sorte d'instrument, si tu sais rien de la musique, tu peux commencer comme ça. Et avec l'intuition, c'est facile. Hein? Quand vous travaillez, vous regardez des films, vous vous amusez en faisant de la musique. Est-ce que vous faites des choses sérieuses dans la vie? Le film, c'est sérieux. La musique, c'est sérieux. La musique est plus sérieux que n'importe quoi. Quand tu joues, la lutte de trouver quelque chose de vrai et honnête, c'est plus difficile dans la musique que n'importe où. Toutes les petites carrières que j'ai eues, d'être musicien professionnel en plein temps, ça me semble d'être plus utile socialement que n'importe quoi ce que j'ai fait. À la fin, quand je dis « je n'exploite personne, je ne suis pas trop payé ». Vous êtes critique de cinéma, mais vous êtes également artiste par moment. On a parlé de musique tout à l'heure. La musique a toujours occupé une place importante dans votre vie? Non, pas toujours. Non? Non, il y avait une rupture dans ma vie qui se passait au Québec, à Montréal. J'étais chroniqueur syndical pour la Gazette pendant quelques ans. Et j'étais gauchiste à la fois. Et c'était un peu comme j'étais espion. C'est-à-dire, je travaille pour un groupe révolutionnaire et je couvrais les nouvelles syndicales qui, à ce temps-là, étaient vraiment importantes. C'est-à-dire la grève du Front commun et tout ça. Je voulais aller à l'autre côté. C'est-à-dire, je voulais me déclarer. Je ne voulais plus être ce bonhomme qui est né en Angleterre, qui est élevé à Toronto, famille bourgeoise. J'ai démissionné de la Gazette en 1974, en plein milieu d'une crise, le saccage de la baie James, parce que je n'aimais pas comment mon journal l'a couvert. Le saccage de la baie James, c'était un grand événement dans la construction qui a amené à la démolition du mouvement syndical. Ça a pris du courage, faire ça?
Oui, j'ai fait une conférence de presse, tout le monde est venu. J'ai dénoncé le journal, j'ai démissionné. Et j'ai pensé que c'était un geste politique à la fois. Mais je ne savais pas à ce temps-là que j'allais à l'autre côté, mais ce n'était pas à l'autre côté d'un côté politique à un autre. Je suis devenu un peu fou. C'était une dépression nerveuse, mais avec des résultats vraiment positifs. J'ai découvert la poésie, j'ai découvert la musique, c'est-à-dire je suis allé du côté politique à l'art. J'aime dire que je suis né en Angleterre, mais culturellement et comme adulte, je suis né au Québec avec cette rupture-là. Mais parlez-moi de votre musique. La musique, c'était un accident comme n'importe quoi de bon qui s'est passé dans ma vie. Il y avait Michel Séguin qui jouait avec Charles Lebois dans le bon vieux temps. Il était un des premiers gens qui a amené les djembés de l'Afrique de l'Ouest en Amérique du Nord. Il a commencé à les fabriquer au Gatineau, des bois natifs comme bouleau et pin et tout ça. Il jouait dans la rue. Et je suis devenu complètement ensorcelé par cette musique-là. Je pense que la drogue a joué un rôle là-dedans, mais quand même, ça collait. Et j'étais ravi de la musique. Et j'avais pas de choix. Ça m'a pris comme ça. C'est comme si j'ai été vraiment kidnapped, attrapé par la musique. Et je suis devenu un musicien en plein temps pour 5 ans. Mais après ça, écrire, c'était beaucoup plus facile. Parce que la performance, à ce niveau-là, ça c'est vraiment... c'est quelque chose. C'est une expérience qu'il faut avoir, dans mon cas. Est-ce que vous faites encore de la musique aujourd'hui? Oui, toujours. Pas aussi souvent que j'aimerais. Vous avez également tenté votre chance, tenté le terrain comme réalisateur. Vous avez réalisé 2 courts-métrages récemment. Comment ça a été, ça, comme expérience pour vous, en étant critique de cinéma, de faire un film? C'était une expérience amateur et naïve au début, c'est-à-dire c'était un autre accident de ma vie. Quelqu'un m'a demandé si je voulais faire des critiques de nouveaux appareils de vidéo et tout ça. J'ai jamais utilisé ça avant. J'ai commencé à jouer avec ça et j'étais ravi de ça. Et faire le montage ça, c'était vraiment excitant. C'est comme écrire, mais votre ego n'est pas investi là-dedans dans la même façon parce que le matériau n'appartient pas à toi. C'est quelque chose qui est objectif. Mais aussi, c'est une combinaison intéressante parce qu'on est critique de cinéma. C'est-à-dire, on a un œil quelconque, on a vu beaucoup de choses. Et aussi, je suis toujours visuel. Même quand j'écris en scène et en scénario. Il faut que je vois ce que j'écris. Mais je suis complètement comme un enfant, primitif, naïf, en termes de ce qu'il faut savoir pour faire le montage, pour faire le tournage et tout ça. Et j'aime découvrir des choses. C'est-à-dire, c'est pas assez d'être bon à quelque chose et ne faire que ça. Il faut toujours apprendre, même quand on est vieux, comme je suis vieux. Êtes-vous un cinéaste manqué? Je suis cinéaste manqué, je suis musicien manqué, probablement, je suis écrivain manqué aussi, parce que faire le journalisme, c'est pas comme écrire des romans. J'ai écrit un roman, mais on a toujours des rêves. Et quand on est plus vieux, les rêves commencent l'horizon commence à devenir de plus en plus proche. on commence à se rendre compte qu'on ne peut pas faire tout. Il faut spécialiser, il faut savoir ce qu'on fait bien, mais à la fois, il faut jouer. Et même dans le métier d'écrire, il faut continuer à jouer avec les mots et avec les idées. Je veux me surprendre pas, avec ce que je fais. Il faut toujours avoir des accidents quand on écrit quelque chose. Et quand je fais le cinéma, ça a commencé comme documentaire surréel, c'est-à-dire regarder des choses comme... J'ai fait un court-métrage sur les mains au travail. Et la règle, pour moi, c'est... Chaque fois, il faut que les mains n'ont pas l'air de faire ce qu'ils font. C'est-à-dire, il faut avoir un niveau abstrait, métaphorique, c'est-à-dire un saut conceptuel avec chaque image. Ça, c'était
That was the conceit. Je m'amuse toujours avec ça. Mais pas, j'ai fait deux films professionnels avec des budgets. Et je sais ce que vous voulez dire, qu'est-ce que le monde va dire quand un critique de cinéma essaie de faire un film. Est-ce que ça vous inquiétait? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que c'était un court-métrage. C'est la poésie. C'est pas la même chose que... Pour moi, je fais les courts-métrages comme les poèmes visuels. Si je ferais un long-métrage, ça, c'est d'autres choses, parce que ça, c'est le même médium dans lequel je travaille à l'autre côté du miroir. Et est-ce que ça vous intéresse? Pas lorsque j'ai un emploi, non. Mais si j'étais en retraite, peut-être j'essaierais quelque chose, peut-être un documentaire. Je pense que je suis plutôt intéressé au documentaire. Je ne sais pas si je pouvais travailler avec des acteurs. Brian Johnson, merci beaucoup. Merci. Mais non, je ne savais pas quelle sorte de journalisme je voulais faire. Je voulais tout simplement entrer dans le journalisme parce que comme ça, on peut écrire et on peut se faire publier. Et j'ai fait la politique, j'ai fait le journalisme politique pendant quelques années à Montréal. C'est un peu comme le cinéma, d'ailleurs. Il y a une connexion quand même, parce que si on regarde l'histoire de la critique du cinéma, il y a des racines très politiques là-dedans, avec Godard, Truffaut et tout ça. La nouvelle vague, c'est un courant intellectuel avec un côté gauchiste, disons. Comment est-ce que vous êtes donc devenu critique de cinéma? Où est-ce que vous voulez commencer? Bon, j'ai travaillé à quelques journaux comme Telegram, un journal à Toronto. Ça, c'est allé en faillite. Et après ça, à la Gazette à Montréal pendant 4 ans. Et après ça, à la Pige pour tout le monde pendant 5-6 ans, je ne sais pas quoi. Ah, j'ai oublié. J'étais musicien pendant 5 ans. Je faisais... Depuis un quart de siècle, Brian Johnson guide les Canadiens dans leur choix de sortie au cinéma. Comme critique du magazine Maclean's, il décortique les films, il rencontre les acteurs et il analyse l'industrie. Brian Johnson a commencé sa carrière en 1971 comme journaliste à Toronto. Peu de temps après, il quitte pour Montréal, où il travaille pour la Gazette. Mais sa passion pour la musique s'impose et pendant plusieurs années, il parcourt le Canada et les États-Unis comme percussionniste. Brian Johnson, bonjour. Bonjour. Je me souviens quand j'étais à l'école de journalisme, les étudiants voulaient soit devenir journalistes sportifs ou critiques de cinéma. Très peu d'entre eux, il faut dire, ont réalisé leur rêve. Est-ce que pour vous, devenir critique de cinéma, c'était un rêve? Non, c'est ça le secret. C'était pas mon rêve du tout. Comme toute ma vie, c'était un accident. Je voulais écrire d'un âge assez jeune. C'était toujours quelque chose que je voulais faire. Et je voulais être publié très vite. Comme ça, on commence à travailler pour des journaux. Brian fait un retour au journalisme en 1982. Il travaille pour des grands magazines canadiens.
En 1986, il commence à signer des critiques de cinéma pour Maclean's. En 2006, après 25 ans d'écriture sur le cinéma, Brian Johnson a décidé de se lancer dans la réalisation de films. Il compte 2 courts-métrages à son actif. Brian vit à Toronto avec son épouse, l'auteur et journaliste Marnie Jackson.